Les blessures de la vie peuvent nous écraser et nous verrouiller. Elles peuvent aussi nous rendre plus forts et plus ouverts aux autres. Nous n'avons pas choisi de les subir, mais nous sommes libres d'en faire des enclumes qui nous enfoncent ou des points d'appui qui nous élèvent. C'est l'un des grands mystères de l'âme humaine. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner de différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce vendredi. Juste après, dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Quentin Amoussou, on vous propose la rédaction, bien évidemment, les impressions de quelques acteurs de la société civile et des militants des droits de la femme sur l'importance du 8 mars, journée consacrée à la célébration des droits de la femme. 546 secrétaires administratifs seront sélectionnés dans les arrondissements du Bénin. On en parlera au cours du bulletin matinal d'information. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel s'aligne sur la date du 24 mars retenue pour l'élection présidentielle. Les dernières informations vous seront exposées au cours du bulletin matinal d'information. Dans la page des sports avec Canadou, le Bénin démarre en beauté la 13e édition des Jeux africains, notamment en badminton. Le ministre des Sports a rencontré les responsables des fédérations hier. Le compte rendu au cours de la page des sports, la Fédération béninoise de rugby a organisé une formation pour les aspirants au métier d'entraîneur. On en parlera également. La définition du jour sera présentée par Francis Fahmi, les trucs et astuces par Atifa Olafa, et puis en fin d'émission, on retrouve Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Juste après, j'aurai installé le panel de discussion qui aura échangé autour de la polygamie, et en fin d'émission, on recevra Inès Kwasi qui aura à opiner sur notamment la célébration du 8 mars et également ses activités notamment liées à l'environnement, pour la protection de l'environnement et également son lien avec la santé humaine. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous titre ce matin en manchette: nouveau code électoral, les partis politiques consolidés. Un décryptage approfondi du nouveau code électoral renseigne sur les gains que pourront tirer les partis politiques au regard de certaines dispositions. Plus que jamais, ce sont les formations politiques qui se voient renforcé, conclut Le Canard. Retrouvez les dites nouvelles dispositions à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin: diplomatie. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a reçu la présidente du Sénat canadien. Retrouvez le compte rendu des échanges en page 4. Célébration du 8 mars, les femmes du groupe ESAE célébrées. Retrouvez des précisions sur la dite célébration dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École.
Une invite ainsi, comme à l'accoutumée, à chaque parution à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Gouvernance politique, des perspectives cachées du nouveau code électoral, lesquelles vous sont exposées à la page 3. Toujours à la une de la Nation de ce matin, Forum national sur les investissements au profit de la femme, les assises lancées pour un impact durable, des précisions sur cette activité en page 5. Fraternité parle d'adoption de nouveau code électoral, les grands enseignements d'une loi portée vers l'avenir vous sont exposés en page 2. GIF édition 2024, parole aux femmes, des cris de cœur et d'amour, le message fort de Huguette Bokpe-Yankadia, présidente de l'Institut national de la femme, est à retrouver aux pages 3 et 4. Le matinal à présent, motivation des personnels dans l'administration publique et les entreprises privées, le CIPB publie un ouvrage pour changer de paradigme. Le journal nous apprend que le Conseil des investisseurs privés du Bénin est préoccupé par le mental des fonctionnaires de l'administration publique et des employés des entreprises privées qui mettent en mal le développement du Bénin. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution pour être plus précis à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le matinal parle également de la modification du code électoral, le glas de la transhumance politique sonné, des acquis pertinents au-delà des controverses. Matin libre, recrutement de 546 secrétaires administratifs d'arrondissement. La rupture viole sa propre loi, estime le journal. Retrouvez ces analyses à la page 2. Industrie, la ministre allemande et le vice-président de la Banque mondiale à la G10. Retrouvez le point de leur passage à la page 2. Comédie musicale, le trône de Béanzin reçoit l'appui de Jean-Michel Abimbola. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 10. Le confrère de Le Potentiel nous titre ce matin en manchette. Amendement du code électoral. Les partis politiques désormais maîtres de la gouvernance. Des précisions sur le titre du Canard dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le journal Le Matin, ce matin à sa une, relecture du code électoral. Le système partisan béninois renforcé, une réforme qui met un frein à l'exclusion. Les conditions de participation à la présidentielle relevées. Retrouvez des précisions à la page 3. Bénin Intelligent, quant à lui, parlant du nouveau code électoral, trouve que le Bénin corse l'éthique politique. Retrouvez son décryptage dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Nord-Sud quotidien, modification du code électoral, fini la transhumance des élus, estime le journal. Le quotidien Le Pays émergent titre ce matin à sa une, audience à l'Assemblée nationale. La présidente du Sénat du Canada, Raymond Gagné, reçue par Louis Béou-Nouvlavou. Nous retrouvons des précisions sur le dit titre dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Élection de nouveaux bureaux à la jeunesse sportive de Pobet. Le président Bruno Arthur Didavi n'est pas candidat. Il décide de partir la tête haute et laisser d'autres faire leur preuve sous ses mandats. Beaucoup d'exploits ont été réalisés, des actes visibles qui parlent d'eux-mêmes, lesquels vous sont exposés et présentés en détail à la page 10. L'événement précis ce matin en manchette parle de relecture et adoption de la loi modificative du code électoral à l'Assemblée nationale. Le paysage politique déblayé, les partis désormais au cœur de l'unité nationale, ce qui va changer en 2026. Le Bloc républicain salue une avancée dans le processus démocratique. L'Union progressiste de renouveau se félicite du renforcement du système partisan. L'intégralité du rapport de la commission des lois, au-delà du consensus, la Constitution a été violée, dénonce Antoine Guédou. Retrouvez les avis divers aux pages 2, 3 et 4. L'emblème du jour nous titre ce matin en manchette, contrôle de la qualité des casques, une décision de trop. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, Journée internationale de la femme, édition 2024 au Bénin, œuvrer à une véritable autonomisation, des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, je cite, « Il faut à tout prix épargner au peuple béninois les violences ». C'est une déclaration des confessions religieuses du Bénin sur la modification du code électoral. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disponibles des sites internet, bien évidemment. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information et la page des sports. Quentin Amoussou, bonjour. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information. Aneldo, bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. Vous restez avec moi. Quentin Amoussou, nous sommes le 8 mars.
consacrée à la célébration des droits de la femme. À cet effet, une équipe de la rédaction s'est intéressée à la société civile et aux militantes des droits de la femme pour recueillir leur avis sur cette importance, notamment sur l'importance de la dite fête. C'est nécessaire de rappeler en réalité les droits de la femme. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il faut attendre un an pour parler des droits de la femme. La femme est née avec des droits et on n'a même pas besoin d'en discuter. Si la femme aujourd'hui arrive à prendre conscience qu'elle est née avec des droits, qu'elle applique ses devoirs, qu'elle fait ses devoirs, je crois qu'on va lui concéder facilement ses droits et la lutte continue. Je pense que la journée internationale des droits de la femme, ce n'est surtout pas la journée où il faut faire des cadeaux à la femme, où il faut l'emmener au restaurant, où il faut lui offrir des fleurs, non. Mais c'est plutôt la journée où justement les femmes même se retrouvent pour faire une évaluation de l'avancée de leurs droits. Est-ce qu'il y a eu d'amélioration dans les conditions de vie des femmes, aussi bien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau économique, etc. Et donc je pense que c'est vraiment une journée, je vais dire, d'évaluation et de mise au point. C'est une journée de réflexion, d'où mon intérêt personnel pour cette journée. Il s'agit de se retrouver, de faire un bilan, de passer sur ce qui est fait jusque-là, ce qu'il faut faire par rapport aux droits de la femme et tout ce qui va avec. Les femmes aujourd'hui ne sont plus forcément dans la dynamique des luttes pour pouvoir se hisser au même niveau que les hommes. C'est beaucoup plus un désintérêt. On n'a plus vraiment à cœur de pouvoir se lever et se battre vraiment pour nos droits. Et je suis convaincue que de la même façon qu'aujourd'hui on constate ce manque d'intérêt, il arrivera un moment où les femmes vont à nouveau se lever et recommencer à se battre justement pour que leurs droits soient reconnus. Et ça, je pense qu'il y a une catégorie de femmes qui le fait, même si ce n'est pas la majorité, il y a une minorité qui travaille à cela. Même quand la journée est créée, il fallait le contextualiser. Parce qu'en fait, combien de femmes analphabètes nous avons, combien de femmes comprennent, même si on organise des rencontres, on les réunit, combien de femmes comprennent ce qui se dit lors de ces... Donc c'est également le droit à l'éducation qui est plus primordial pour moi, qu'il faut travailler là-dessus. Et en plus, qu'aujourd'hui, il faut que les femmes comprennent qu'on ne peut pas réclamer de droits sans faire ses devoirs. Et l'autre chose est aujourd'hui la conscientiser les femmes pour ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Et en ce moment, chacun joue son rôle, l'homme joue son rôle, la femme joue son rôle et que nous vivons un monde de paix. Même si elles ne sont pas nombreuses, il y en a quand même qui sont toujours dans cette dynamique et qui continuent de faire cette lutte. Si nous avons pu quand même bénéficier de certaines choses qui nous revenaient et dont on ne bénéficiait pas, c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont fait cette lutte. Il y a des femmes qui nous ont précédés, qui ont fait cette lutte jusqu'à un niveau donné. Et nous, aujourd'hui, il nous revient de continuer ce qu'elles ont commencé. Et même si on ne parvient pas à tout faire, mais d'évoluer quand même à un niveau significatif et permettre à celles qui vont venir après nous d'être encore plus à l'aise en ce qui concerne les droits de la femme et faire plus. Il faut saluer les efforts que le gouvernement béninois, l'État béninois fait dans le sens d'offrir de meilleures conditions à la femme. Il y a des lois qui sont votées pour permettre à la femme de pouvoir être mieux lotie. Et je pense que c'est à saluer. Et je pense également qu'il y a des associations, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, qui travaillent à former la femme, à sensibiliser la femme et à lui donner plus confiance en elle-même, pour qu'elle puisse justement prendre la parole, se mettre devant de la scène et être positionnée en tant que leader. La journée de la femme ne doit pas être une dépense inutile pour le pays. La journée de la femme doit être comme on peut profiter des occasions sur des télévisions, sur des radios, mais quand on va organiser des fêtes, quand ça rentre dans l'idée festive, ça déraille la situation. C'est déjà de voter des lois significatives pour garantir la sécurité à la femme, des lois significatives pour
des lois significatives allant dans le sens de l'indépendance, de l'autonomisation de la femme, des lois significatives pour protéger la femme et des lois significatives pour permettre à la femme d'évoluer en politique, parce que la politique, c'est la chose de tous, et hommes et femmes. Donc, des lois pour permettre à la femme d'évoluer dans l'atmosphère politique aux côtés des hommes, parce que c'est ensemble qu'on va diriger ce pays. La Constitution dit que hommes et femmes sont égaux. L'adoption de la loi modificative et complétive du code électoral par la députée va entraîner le renouvellement à la tête des villages et quartiers de ville. C'est ce qu'ont décidé les députés de la 9e législature en adoptant la loi modificative et complétive du code électoral dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2026. Avec les amendements introduits dans le code électoral, l'article 210 a été réécrit. Le nouvel article 210 stipule qu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartiers de ville sont désignés désormais sur la base des résultats des élections communales de 2020. Dans les collines, à Bantais, Clarisse Odile Huéou est désormais la nouvelle secrétaire exécutive installée après le décès de Marie Merinto. Clarisse Odile Huéou est entrée dans ses fonctions le mercredi 6 mars 2024. En procédant à son installation, le préfet du département des collines, Dr Saliou Odoubou, a exhorté la nouvelle secrétaire exécutive et les membres de l'administration communale à travailler de concert pour le bonheur de la population conformément aux vœux du chef de l'État, Patrice Talon. C'est donc la fin de plus de 2 mois de vacances à ce poste après le décès de Marie-Roméo Merinto, survenu le 14 décembre 2023 dans un contexte de mésentente avec les membres du conseil communal. Parlons religion à présent. Le père Hubert Kedoïdé nous expose la signification du chemin de la croix. Débuté par le mercredi décembre, les chrétiens catholiques sont désormais dans le temps du carême. Pendant 40 jours, ils passeront par le jeûne, mais également le chemin de la croix. Dans l'élément à suivre, Hubert Kedoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, expose au micro de Francis Fahami et Nasrein Fatombi la signification et la portée de cette cérémonie. Suivons ensemble. L'intimité avec le Seigneur. Donc c'est un temps où nous renouvelons notre prière, et la prière spéciale du temps de carême que tout le monde réactive, c'est le chemin de croix, c'est-à-dire ce chemin qui permet de revisiter les différentes étapes qui ont amené Jésus jusqu'à la crucifixion et à la mort. Et ce chemin de croix, ce n'est pas simplement un exercice de passage, parce que celui qui médite bien le chemin de croix remédite sa vie. Le Christ a été injustement condamné. Combien de fois, moi aussi, j'ai été injustement jugé? Combien de fois j'ai été injustement calomnié, rejeté? Alors tout le monde fait ces expériences dans sa vie. Et en regardant celui qui nous a sauvés, faire cette expérience-là, cette trahison de son ami, de son disciple, Judas, waouh, moi-même je dis, si je suis trahi, quel est mon comportement? C'est justement le comportement de Jésus. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au thème de cela, c'est le triomphe de la vie, le triomphe de l'amour. Et pour finir, au Sénégal, le Conseil constitutionnel s'aligne sur la date du 24 mars retenue pour l'élection présidentielle. Ce jeudi 7 mars, le Conseil constitutionnel sénégalais s'est aligné sur la date du 24 mars pour la tenue du premier tour de la présidentielle, après avoir retenu une date différente de celle fixée par la présidence, indique-t-il dans un communiqué. Les Sénégalais savent à présent que, sauf nouveau rebondissement, ils éliront le 5e président à partir du 24 mars et entrevoient une sortie de la crise profonde provoquée par le report de la dernière minute de l'élection présidentielle. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve juste après le jingle suivant Anaël Do pour l'actualité sportive. Anaël Do, bonjour à nouveau.
À nouveau, bonjour Abdelkader. Le Bénin démarre en beauté la 13e édition des Jeux africains, notamment en badminton. Effectivement, le Bénin a parfaitement lancé sa compétition au badminton aux 13e édition des Jeux africains qui se déroulent notamment à Accra. L'édition a démarré hier jeudi et déjà 2 victoires pour l'équipe de badminton du Bénin. La première victoire, est signée par Oswald Fanoudoche. Le jeune béninois a dominé dans un match de dingue le Ghanéen Aaron Tamakble par 2-7-0. Un peu plus tard dans la soirée, au tour de Carlos Chala Arongassi de remporter son premier match dans les mêmes dispositions, notamment cette fois-ci face au Togolais Edouard Nkou par le même score de 2-7-0. Le ministre des Sports, Benoît Dato, a rencontré hier les responsables des fédérations. C'est ainsi, hier jeudi 7 mars 2024, le ministre des Sports était au contact des responsables des fédérations sportives du Bénin au Palais des Congrès de Cotonou. Occasion pour Benoît Dato de revenir sur la décision prise en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État. Le gouvernement avait décidé en Conseil des ministres de la prise en charge des équipes nationales à toutes compétitions confondues, notamment au plan international. Une très bonne nouvelle pour les fédérations, notamment pour le développement du sport au Bénin. De ce fait, une enveloppe de 3 186 320 230 francs CFA a été remis à titre de l'année 2024. En parallèle, le ministre des Sports a fait savoir que les équipes auront à disposition des t-shirts et des sous-vêtements pour mieux valoriser notre pays. Face aux responsables, le ministre a laissé entendre l'ultime objectif derrière cette décision du gouvernement. Faire du Bénin une nation sportive reste notre créneau. Nous démarrons résolument la professionnalisation de nos équipes, a-t-il déclaré. La Fédération béninoise de rugby a organisé une formation pour les aspirants au métier d'entraîneur. La Fédération béninoise de rugby a organisé au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou une formation aux aspirants au métier d'entraîneur de rugby niveau 1 et niveau 2 du 29 février au 3 mars 2024. Cette formation a permis d'avoir les rudiments sur les principes de jeu au rugby, la planification des séances d'entraînement et l'organisation des matchs de rugby. Le point avec Colombe Oussou. Avant de penser à attaquer de nouveau, il faut d'abord conquérir de nouveau et le conserver. Okay? Donc ne pensez pas à la suite de l'attaque sans avoir conquis le ballon. Ils sont venus de toutes les contrées du Bénin, les entraîneurs des clubs de rugby à Cotonou. Ils renforcent leurs capacités sur des thématiques liées à la planification de séances d'entraînement, de l'étude des forces et faiblesses de leur équipe. Cette formation est une initiative de la Fédération béninoise de rugby. Nous devons armer les officiels béninois afin que le rugby béninois puisse pouvoir présenter des experts qui peuvent officier en dehors du Bénin, sur le plan régional, sur le plan international, et que aussi le nom du Bénin puisse commencer à résonner très fort dans le domaine du sport rugby au plan africain et mondial. Pour ce stage, Rugby Afrique a envoyé Mostafa Dielti au Bénin. L'expert marocain fait de ce rendez-vous un moment de donner et du recevoir. Je suis en présence d'un groupe de stagiaires jeunes, motivés et qui veut apprendre. Le formateur, il ne demande que ça. Les stagiaires étaient en avance sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a anticipé déjà dans la formation supérieure. Ils écoutent, ils sont très disciplinés. Et là, on est dans les valeurs du rugby. Discipline, on a rabâché ça pendant 2 jours. Respect, solidarité et tout. Les 4 jours de formation sont faits de théorie, mais surtout de pratique. Les participants repartent satisfaits des notions acquises. J'ai eu à apprendre beaucoup sur comment planifier un entraînement, comment pouvoir organiser un tournoi de rugby à 7 et comment coacher les enfants. J'ai aussi appris les valeurs du rugby. J'ai appris beaucoup comment intégrer toutes ces valeurs-là aux enfants pour qu'ils puissent être des bons citoyens et des bons coachs comme nous dans l'avenir.
J'avais même pas envie que ça se termine de si tôt, puisqu'il y avait de belles choses vraiment qu'on apprenait. C'était vraiment très bon. Des choses que j'ignorais sur l'entraînement, des choses que j'ignorais un peu sur le rugby. Et puis ça m'a apporté tout ça, ça me fait beaucoup de bien. Si on me disait même dans un mois, il y aura encore cette formation, ça me fera beaucoup du bien. De plus qu'au Nord, par exemple, je vais dire, il y a peu de clubs. D'ailleurs, il n'y a qu'un club de buffle. Et puis, c'est mon initiative, j'ai commencé avec les petits des collèges et puis je pense que je vais un peu sensibiliser mes quelques collègues et avec ça, ils vont s'accompagner sur les entraînements avec les enfants. Ils sont vraiment attentifs et ça a donné la joie aux formateurs aussi. Et après, nous allons partir, eux, ils vont prendre notre place. Au terme de cette formation, un suivi sera fait par la Direction technique nationale pour évaluer le niveau des entraîneurs stagiaires. Ont-ils bien mis en pratique les notions? Réponse dans les prochaines semaines. Nous bouclons cette page des sports avec les moments forts de la prestation de Noélie Yarigo au championnat du monde d'athlétisme en salle. Nous revenons sur les moments forts de la prestation de Noélie Yarigo à 38 ans. Après de nombreuses années d'attente, Noélie Yarigo, seule représentante du Bénin pour les 19e édition des championnats du monde d'athlétisme en salle, goûte enfin à l'ivresse d'un podium international. Dans cet élément, nous vous proposons de suivre les moments forts de sa participation. Noélie Yarigo au sommet de son art. L'athlète du 800 mètres a inscrit à Glasgow au championnat du monde en salle son nom et celui du Bénin dans les annales de la discipline avec une médaille de bronze. Et pourtant, personne ne l'attendait. La veille en demi-finale lors des championnats du monde d'athlétisme en salle à Glasgow en Écosse, elle termine deuxième synonyme de qualification pour la finale en battant son propre record. Un premier pas historique, Yarigo est aux anges et euphorique. Depuis 2016, j'ai travaillé dur pour pouvoir accéder à cette finale, mais je me suis toujours arrêtée en demi-finale. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Là, je suis très contente. En finale, la seule représentante béninoise à Glasgow ne lâche rien. Elle se donne à fond, son travail de plusieurs années est récompensé. Noélie Yarigo termine troisième de la finale du 800 mètres. Elle l'a fait, elle vient de remporter une médaille historique. Elle vient mettre tout le monde d'accord. C'est l'heure de la consécration pour Yarigo à 38 ans. Elle seule y a cru, son rêve s'est réalisé. J'ai tout donné pour représenter au mieux mon pays. Pour tous ceux qui m'avaient dit que je ne pouvais pas y arriver, voilà la réponse. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours travailler et croire à ses objectifs. Un message fort que je lance à d'autres jeunes qui trouvent qu'elles sont assez vieilles pour pouvoir réaliser des performances. Il faut vraiment que toutes les filles qui ont envie de faire comme moi se donnent à fond et observent déjà une discipline de travail parce que sans ça ne peut jamais marcher. Ce sacre mondial n'a laissé personne indifférent. Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent de partout pour féliciter la performance de la spécialiste du 800 mètres à l'exemple du gouvernement sur ses canaux digitaux. Au-delà d'une réaction, il faudrait lui rendre des hommages mérités dès son retour à Cotonou. Merci à vous, Aneldo, pour la présentation de l'actualité sportive. Merci à vous une fois encore, Kanté Amosso, pour cette présentation, chers amis internautes. À présent, nous abordons la seconde partie de cette matinale, notamment la définition du jour et la rubrique Trucs et astuces. La rubrique définition du jour et trucs et astuces. Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Atifa Alafa, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. On démarre avec vous, Francis Fahmi. Vous nous faites découvrir ce matin l'expression c'est la Hesse. C'est exact. Bonjour à vous, chers amis internautes. L'expression c'est la Hesse vient du mot arabe hesd qui veut dire volonté de nuire. Pour les jeunes d'aujourd'hui, cette expression veut dire être dans la misère ou dans une situation difficile. L'argot français s'est également approprié un terme du dialecte algérien et en a modifié littéralement le sens originel. Dans l'expression « c'est la Hesse », le terme « Hesse » n'aura pas la même signification en France ou en Algérie. Le terme « Hesse »
de l'algérien désigne l'action de lécher un plat. En argot, on utilise le terme pour exprimer une situation de précarité, de misère, une réutilisation de l'image de celui qui lèche un plat pour ne pas en perdre une miette. Cette expression est utilisée depuis quelques années et on écrit également la hasse. On peut l'entendre dans des vidéos de youtubeurs ou encore dans des chansons. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. Juste après le jingle suivant, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, vous nous exposez quelques astuces pour faire disparaître les taches de déodorant sur les vêtements à couleur. C'est bien cela. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble quelques astuces pour faire disparaître les taches de déodorant sur les vêtements blancs ou colorés. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans les trucs et astuces. Vous tachez souvent vos aisselles à cause de votre déodorant qui laisse des traces sur les aisselles. Voici comment la nettoyer en un clin d'œil. Comme première astuce, je vous proposerai la bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. Pour retirer les taches de déodorant d'un vêtement coloré, mélangez 3 cuillères à café de bicarbonate de soude et 2 cuillères à café de vin blanc à l'aide d'un linge. Tamponnez la tâche de ce mélange. Attention à ne pas être en contact avec le liquide. Laissez reposer 5 minutes, puis glissez la pièce traitée dans la machine à laver. Pour ceux qui ne disposent pas d'une machine à laver, vous pourriez tout simplement le faire à la main. Cette recette a l'avantage d'effacer toute trace de tache, mais aussi de faire disparaître une odeur de transpiration persistante. Deuxième astuce, l'aspirine. Aussi insolite que cela peut vous paraître, pour venir à bout d'une tache jaune de déodorant, rien de mieux que l'aspirine. Mélangez un bouchon d'eau oxygénée suivi de 5 litres d'eau et d'un cachet d'aspirine. Trempez le vêtement taché dans une bassine pendant 1 heure. Ensuite, de quoi lui redonner un coup d'éclat. Troisième astuce, l'ammoniac. Particulièrement efficace contre les taches jaunes. Il suffit de diluer l'ammoniac avec de l'eau froide et de l'appliquer légèrement sur les traces de déodorant. Rincez ensuite à l'eau savonneuse. Attention, les manipulations citées ci-dessus sont à effectuer avec des gants et hors de portée des enfants. Pour ce qui est des vêtements noirs, les taches de déodorant apparaissent généralement comme blanches, formant parfois des croûtes. Après avoir retiré cette dernière, tamponnez délicatement la tache avec un linge imbibé de vinaigre blanc. Ensuite, rincez le tour et ajouez. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les trucs et astuces de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa. Francis Fahmi, merci une fois encore. Mais Francis Fahmi, vous utilisez du déodorant? Oui. Ça vous est arrivé que cela vous êtes taché? Non, pas du tout. Pas du tout. Comment vous y prenez? C'est juste à appliquer sur les aisselles. Donc. Il n'est pas arrivé une fois que par hasard, par mégarde, cela ait traversé le ventre sur la tenue? Tu n'as pas eu cette expérience? Vous n'avez pas eu cette expérience, Atifa Olafa? Si, j'ai déjà eu à être confrontée à une situation pareille, parce que souvent les raisons, c'est quand on vient d'avoir un nouveau déodorant, l'essentiel c'est de secouer bien la boîte avant de le passer. Vous n'êtes pas étonné que Francis Fahmi dise qu'il n'a jamais eu cette mésaventure? Justement, je suis très étonnée. Bienvenue dans l'étonnement. Merci à vous, Francis Fahmi. Merci une fois encore à vous, Atifa Olafa. À présent, on va installer Nasrine Fatoumi qui va nous présenter les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Que prédisent les astres pour le compte de ce vendredi? On va le découvrir sans plus tarder. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, ne laissez pas passer cette journée sans exprimer vos sentiments et vos aspirations. Mettez à profit cette journée pour partager vos projets et exprimer vos ambitions. Amis taureaux, restez ouverts aux nouvelles connaissances et laissez votre cœur vous guider. En outre, cette journée sera propice pour consolider votre relation et profiter des moments de complice avec votre partenaire. Gémeaux, vous aborderez cette journée avec une motivation et une détermination sans faille. Votre vie sentimentale connaîtra un regain d'énergie et de passion.
Chers amis Cancer, profitez de cette journée pour vous adorner à des activités qui vous apportent sérénité et satisfaction et pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Si vous êtes du signe Lion comme Anaël Dorou, vous ferez preuve d'une grande clairvoyance et d'un esprit stratégique qui vous permettront de vous décider. De même, vous serez en mesure de créer de liens profonds et sincères. Natif du signe Vierge, la communication sera votre atout majeur en amour. Aujourd'hui, vous exprimez vos sentiments et vos attentes avec franchise et bienveillance, que vous soyez en couple ou à la recherche de l'âme sœur. Balance à présent, cultivez l'art du compromis et de l'écoute pour préserver l'harmonie dans vos relations et dans votre environnement. Ne craignez pas de vous affirmer, de suivre votre instinct. Amis Scorpions, votre sensualité et votre passion seront à leur apogée. Aujourd'hui, vous serez doté d'une grande perspicacité et d'une intuition hors pair qui vous permettront de prendre des décisions audacieuses. Sagittaire, cultivez votre optimisme et votre ouverture d'esprit pour attirer les opportunités et les expériences positives dans votre quotidien. Aussi, vous déborderez d'optimisme et de joie de vivre, ce qui rendra votre aura particulièrement attractif ce jour. Amis Capricorne, vous vous sentirez ancré et en phase avec vous-même pour conserver cette sérénité. Prenez le temps de vous reconnecter à la nature et de vous ressourcer auprès de vos proches. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, votre esprit ouvert et votre curiosité vous permettront de vivre des expériences amoureuses enrichissantes et stimulantes. Cette journée sera l'occasion de découvrir de nouvelles facettes de votre partenaire et d'approfondir votre relation. Poisson, pour finir, cette journée sera placée sous le signe de la douceur et de la tendresse. Vous saurez faire preuve d'empathie et d'écoute pour mieux comprendre les émotions de votre partenaire. Abdelkader Achero, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Vous restez avec moi. Nous installons à présent le panel de discussion sur Free Matin. Le panel de discussion ce Free Matin, je suis entouré de Atifa Olafa, de Colombe Oussou, de Nasrine Fatoumé, de Kalaski Toumé. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés ce matin pour le panel de discussion qui est consacré à la polygamie. D'entre deux jeux, Kalaski Toumé, je vais vous interroger de savoir, est-ce que vous êtes polygame? Pas encore. Mais vous aspirez à être polygame? Je trouve que la polygamie n'est pas une mauvaise chose. Mais je n'ai pas encore eu le courage de franchir le pas. Mais vous y aspirez? Vous y aspirez? Yes or no question? Dès que j'en ai les moyens, c'est possible. Vous en aurez alors les moyens pour expérimenter cela. Atifa Olafa, souhaiteriez-vous être la seconde épouse ou la troisième épouse d'un homme? La deuxième, oui. Pourquoi pas la troisième? Non, pas la troisième. Donc si vous êtes la deuxième, c'est que vous êtes pour la polygamie? Oui, je suis pour la polygamie. Vous êtes pour la polygamie, pourquoi? La polygamie, c'est pas une mauvaise chose, c'est une façon de vivre aussi. Pour moi, la polygamie, c'est pas interdit. Après, chacun a sa manière de voir les choses. La polygamie, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être d'autres auront du mal à partager leurs hommes ou à vivre avec une co-épouse ou plusieurs femmes. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Là, c'est Fatoumi, mon homme, mon combat? Ou vous acceptez partager votre homme? Non, mon homme, mon combat. Votre homme, votre combat. Pourquoi? Bon, c'est difficile de cohabiter avec quelqu'un d'autre. D'abord, on dit un homme, une seule femme. Autant que nous sommes, quand on regarde la société africaine dans laquelle nous sommes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est pas pour cette raison que je vais partager. Il y a une expression anglaise qui dit me and my husband. Donc moi je préfère que ce soit mon homme au combat, mon homme à moi seul. Mais pourtant vous êtes musulmane et dans l'islam, on autorise l'homme, lorsqu'il a les moyens physiques et matériels, d'avoir. Alors, lorsque vous allez épouser Aladji, par exemple, Aladji dit, bon, Nasrine, tu sais, avec tout ce que j'ai comme capital immobilier et financier, j'aimerais quand même avoir une seconde épouse. Peut-être lorsque vous aurez déjà 50 ans, il estime qu'il faut prendre une petite épouse. Bon, là, on est déjà dans la fin de l'âge. Actuellement, je ne peux pas accepter être la deuxième, voire la troisième. Mais vous serez quand même la maîtresse de maison. Oh oui, la maîtresse de maison. Donc, vous êtes flexible par rapport à la polygamie? Pas trop, mais je ne peux pas accepter la polygamie en tant que... C'est autorisé dans la religion musulmane, mais il y a une condition. On dit l'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes si il a les moyens de s'occuper. Mais lorsque votre mari a les moyens et que peut-être chaque nuit aussi vous dérange de trop aussi...
certes, je ne suis pas maître de mon destin, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant précis, je ne peux pas accepter être dans un régime polygamique. Polygamie. Moussou, quelle est votre opinion sur le sujet? D'abord, je dirais que la polygamie n'est pas une mauvaise chose, mais très personnellement, je n'aimerais pas partager mon homme. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce que je peux être la deuxième femme, ça peut arriver. Mais je préfère quand même avoir mon homme à moi seul. À vous seul, vous ne voulez pas le partager? Non. Pourquoi? Pas du tout. D'abord... il vous est arrivé de partager l'homme de quelqu'un avec quelqu'un une fois dans la vie, ou tout au long du parcours aujourd'hui? Ah, vous souriez, donc vous êtes déjà arrivé cela. Pourquoi vous avez à partager l'homme de quelqu'un, vous ne voulez pas qu'on partage de votre affaire? Ça, c'est une relation éphémère. Donc, mais laissez votre homme aussi vivre des relations éphémères aussi. Oui, il peut arriver, c'est un homme après tout. Il peut arriver qu'il ait des relations éphémères. Mais comme des messages éphémères de WhatsApp. Voilà, exactement, mais dire qu'il va prendre une seconde femme sur moi, non, je refuse. Parce qu'un homme est toujours un homme, on ne peut pas le refuser d'aller au dehors. De se connecter aux filles de la ville. Bien sûr, le seul problème, c'est qu'il se protège, qu'il ne me ramène pas un autre enfant dans mes enfants, c'est tout. C'est tout. Oui. Donc l'épouse, vous n'êtes pas pour, mais vous lui donnez la latitude quand même de voir ailleurs, de se distraire. Qu'est-ce qui tombe? Vous êtes pour la polygamie en quelque sorte, peut-être que vous l'avez dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui sont foncièrement contre la polygamie parce qu'ils sont des enfants issus d'un régime polygamique? Ben, vous savez, toutes les expériences ne se valent pas. Et vous pouvez sortir d'un ménage polygamique et vivre des expériences merveilleuses. Et tout comme vous pouvez avoir vraiment de l'amertume que vous allez peut-être encore servir à d'autres personnes. Et donc, si vous avez la chance, je crois que pour que la polygamie se passe bien, ça dépend d'abord de l'homme. Ça dépend de l'homme. Un homme, il faut qu'il soit vraiment un homme, qu'il soit vraiment l'homme de la maison, qu'il assure tout ce qu'il a à faire. D'ailleurs, vous allez remarquer ceci, qu'un homme peut vraiment garantir le nécessaire à sa femme, les femmes de dehors le désirent. Les femmes de dehors veulent devenir sa femme parce qu'elles estiment que lui, il est un homme complet, lui, il est un bon homme, il sait entretenir sa femme et toutes les femmes tournent autour de lui. Donc, si un homme déjà remplit ces critères-là et qu'il peut savoir faire la part des choses, reconnaître la place de chacun, lui, il peut vraiment s'engager dans la polygamie et réussir. Et maintenant, ça dépend aussi des femmes qu'il a. S'il ramène à la maison une femme qui est venimeuse, il va mourir avant les femmes. Parce que, vous savez, quand la femme s'y met, l'homme ne peut rien. Mais si les femmes se tolèrent, c'est d'abord ça. Et puis, je crois que toutes les religions nous enseignent la tolérance. Moi, j'estime que si la polygamie était généralisée, il y aurait moins de guerres dans le monde. Ah bon? Parce que déjà à la maison, on apprend la différence. On sait déjà à la naissance qu'on n'a pas droit à tout. Nous avons des droits, les autres aussi ont des droits. Dans la polygamie, chaque femme connaît sa place. Les enfants de chaque lit connaissent sa place et ils se respectent par rapport à ça. Il y a des limites qui ne franchissent jamais. Je prends l'exemple de quelqu'un un enfant unique, qui naît d'une femme, d'un homme et d'une femme, il n'y a plus d'autres enfants. Observez bien. Oui. Il veut tout à lui. Le monde lui appartient avant les autres. Là, les plus gros morceaux. Il doit être le plus respecté. C'est lui qui parle, c'est lui qui a les droits. Il ne sait pas que les autres aussi ont des droits. Lui, on lui donne tout. Parce que lui, dès sa naissance, il n'y a eu que lui. Tout le monde a été à son service. Il n'a appris que ça. Et on ne l'a pas laissé se mouler dans la famille. S'il les côtoie véritablement ses cousins et tout, il sait que oui, je peux faire tout ce que je peux, mais il y a des limites. Quand il y a à manger, on se sert proportionnellement au nombre de personnes qui y ont droit. Mais quand il est unique, il croit qu'il doit tout manger, les autres peuvent mourir de faim. Donc, forcément, socialement, ce n'est pas très positif pour un enfant qui n'a pas connu certaines choses. Mais quand on a vécu dans une famille où il y a la polygamie, on sait que les enfants, c'est mes frères les autres. Mais on sait qu'il y a des choses que je ne peux pas leur arracher, il y a des choses que je ne peux pas leur faire. Donc, du coup, on cultive une certaine tolérance, on cultive un certain respect de l'autre. Et ça fait que socialement, on est meilleur. Mais quand on appelle cette expérience, c'est dans la société qu'on est confronté à cette difficulté et les gens vous jugent mal parce que vous ne savez pas que les autres aussi ont des droits. Donc moi, je trouve que c'est un avantage qu'on peut tirer de la polygamie si les parents ne sont pas trop méchants. Si les parents ne sont pas trop méchants. Mais dans la majorité des cas, les familles polygamiques, on a toujours ce genre de problème où les femmes, il y a toujours quelqu'une qui ne s'entend pas ou un enfant bizarre, peu importe l'éducation que vous donnez. Est-ce que vous entendez tout le monde à les aveux? La société est ainsi faite. Mais quand vous l'avez appris à la maison,
vous êtes beaucoup plus apte à le faire en société. Mais quand on n'avait jamais vécu ça à la maison, même une famille monogame, on apprend ça. Donc, on apprend quoi? Je crois qu'il y a un petit problème. En fait, j'ai comme l'impression que quand on parle de polygamie, on s'attend déjà à un mari et peut-être plusieurs femmes dans la même maison. Un foyer polygamique se présente sous plusieurs formes. Le mari peut être marié à 4 femmes par exemple, mais que toutes les femmes ne vivent pas sous le même toit. Et je crois que quand les femmes vivent séparément, où chacun a son espace, chacun dans son cadre, il y a des problèmes qu'on évite. Parce qu'il y a des femmes, c'est vrai, par exemple des disputes entre enfants, des jalousies inutiles, je ne sais pas, il y a tellement de problèmes. Si chaque femme a son espace, chaque femme a son territoire et que le mari peut être le genre de mari qui séjourne à tour de rôle chez cette femme. Il est sans domicile fixe. Il peut avoir un domicile fixe. Il peut avoir un domicile fixe où c'est les femmes qui se déplacent vers lui. Il fait le tour, justement, quand c'est comme ça, il y a des problèmes qu'on évite, il y a des problèmes qui ne surviennent pas. Il y a des problèmes qui ne surviennent pas. Ouais. Mais Nasrin Fatoumi, chez nous, les musulmans, on a quand même constaté, moi j'ai quand même vécu dans une famille polygamique où on voit le monsieur qui a peut-être 4 femmes, mais on n'arrive pas à distinguer lequel enfant est celui de la première, de la troisième, de la quatrième. En telle enseigne même que les femmes elles-mêmes se font la concurrence de qui doit préparer aujourd'hui. Il n'y a pas de lassitude à telle enseigne qu'on se demande où est-ce que ce monsieur-là, lui, il a trouvé le secret. Est-ce que c'est le Coran qui l'enseigne? Oh, je ne pourrais pas dire si c'est le Coran qui l'enseigne ou si c'est l'éducation de base que le monsieur même a reçue. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Atifa, si chacune des femmes vit séparément, je crois qu'il n'y aura pas de guerre. Et aussi, les enfants il n'y aura pas de jalousie entre les enfants. Il n'y aura pas, c'est moi l'enfant de papa, c'est moi papa aime le plus, c'est moi je vais faire ci à papa, c'est moi je dois préparer demain, c'est mon mari, c'est dans ma soeur il va dormir ce soir. Je crois que si il y a déjà ces règles depuis les données fixées depuis le bas, il n'y aura pas assez de problèmes. Donc, je crois qu'il y a d'autres. Ils savent comment entretenir les relations. Si vous permettez, pour répondre à ces questions, je dirais c'est peut-être parce que, comme l'a dit Carles Kitome tout à l'heure, ça tout dépend du genre de femme que tu as et de l'éducation que chacune. Mais tu sais aussi, il y a des femmes en griffe qui sont de base des femmes bonbons. Quand on a affaire à des femmes comme ça dit pour elle, c'est-à-dire c'est elle qui doit polémique, c'est ça? Mais dans tous les foyers polygamiques, il y a d'autres femmes. Au début, elles sont calmes. Il suffit que le mari amène la deuxième et puis. C'est pas toutes les femmes sont pareilles. Est-ce que toutes les femmes sont pareilles? C'est pas dû au fait que la femme n'a pas été préparée psychologiquement à être. En partie, oui. Oui, en partie, écoutez, notre société telle qu'elle est faite, la polygamie, c'est normal. C'est ce qu'il faut que la société marche bien. Mais depuis que nous avons connu beaucoup ne seront pas d'accord avec vous. Je dis, non, mais avant que le blanc vienne ici, je ne pense pas que la polygamie ait posé un problème à un Africain. Tout à fait. Mais depuis que les blancs sont arrivés avec leurs nouvelles idées, on pense qu'il faut avoir son homme à lui et sa maison à lui. On ne respecte plus la belle-mère, on ne respecte plus le beau-père, on se fout de la belle famille, on fait ce qu'on veut, c'est mon homme à moi. Ça, c'est encore un autre débat. Non, je suis d'accord. Mais si on est dans la polygamie, toutes les femmes font tout pour être aimées de la belle famille. C'est déjà un combat qui est gagné et du coup, il n'y a pas ce genre de problème. Tout à fait. Ou bien ces problèmes existaient autrefois, mais parce que, bon, il y avait la crainte du respect de l'autorité de l'aîné, donc on subissait. D'abord, la deuxième femme, c'est qu'elle doit respecter la première. Et respecter les gens, c'est une norme sociétale. Quand vos aînés, vous les respectez, donc si vous ne saviez pas respecter les gens à la maison, dans ce ménage polygamique, vous êtes obligé de le faire, sinon vous serez vomi par tout le monde. Donc, il ne faut pas peindre ça en noir. Aujourd'hui, on dit que la polygamie n'est pas bien, mais on fait des choses qu'on trouve qu'on n'accepte même pas dans les livres saints. Je ne sais pas. Ça, c'est pas faux. Il y a quand même un fait. Parfois, on constate que le monsieur est vivant, il met toutes ses femmes ensemble, ils sont tous là, tout le monde s'entend, mais dès qu'il part, le problème, le drame s'installe, le déluge y est. C'est ce que je disais. Pourquoi? Parce que les femmes sont là, elles sont dans la maison, c'est parce que le monsieur est là, c'est le respect qu'ils ont pour l'homme, qu'elles font semblant, je dirais un semblant, de s'aimer et de vivre ensemble, de tout faire. Mais lorsque le monsieur part, tout le monde peut avoir sa part du gâteau. C'est ça. Mais il n'y a pas ça dans les familles où il y a la monogamie. Moi, je connais les frères qui sont au tribunal actuellement. Oui. Ils se battent. Il n'y a pas eu de femme, c'est une seule femme. Oui, mais ça dépend de l'éducation que vous donnez. Si l'homme n'est pas
éduqué, ça dépend de l'éducation que vous donnez à vos enfants. S'il n'a pas éduqué ses enfants et s'il n'a pas eu des femmes éduquées, polygamie ou monogamie, c'est le même résultat. Non, jamais. Non, jamais. Sûrement, il peut arriver dans une famille monogamique. Il peut arriver dans une famille monogamique où vous éduquez vos enfants, mais il y a certains thèmes que vous employez à ces enfants-là depuis le bas âge qui restent dans leur tête. Donc vous les avez pas éduqués. Les enfants non, c'est pas ce que je dis. Vous avez des enfants. Il peut arriver que vous allez sortir un propos, bon, tu sais, telle personne, je t'aime plus que l'autre enfant, hein, je t'aime plus que c'est. Dans la blague. Quand on veut préparer la guerre, c'est ce qu'on fait. Voilà, dans la blague, mais ça reste dans leur tête. C'est ce qui a conduit vos amis au tribunal. Mais ça reste dans leur tête. Non, même pas forcément. Oui. Vous savez, la polygamie, ça a toujours été existé. Que ce soit de façon officielle, légitime ou pas, ça a toujours existé. Ma maîtresse est là. Quelqu'un qui soit avec un mari d'autrui. C'est vrai, la polygamie, c'est un mari d'autrui. Et qui refuse la polygamie, mais on dit la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Si tu ne veux pas partager ton mari, ne sors pas avec mari d'autrui. Si tu ne veux pas tolérer certaines choses, ne fais pas aussi certaines choses. Avant d'avoir une relation avec quelqu'un, vous fixez les bases de votre relation. Tout à fait. Vous fixez les bases de votre relation. Aujourd'hui, lorsque tu te mets en relation avec un homme, on peut réajuster ces bases-là. Il peut y arriver parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sortent avec des hommes mariés qui de base c'était juste une relation éphémère, comme l'a dit Colombe, ou juste pour le sexe. Mais le gars goûté, il est resté. Au départ, c'était juste pour tirer un coup. Mais du jour au lendemain, la dame se retrouve deuxième femme dans un foyer et elle est à l'aise, elle est très bien traitée. Quel a été son rôle? Comment elle a pris soin de son homme? Colombe. Oui. Colombe Oussou quand même met en exergue quand même un problème assez pertinent parce que il y a parfois des hommes qui n'ont pas pour volonté d'être polygames, mais parce que la première femme, pour eux, s'avère être une erreur, un choix. Et donc, à un niveau donné, vous avez des hommes, parfois, ils sont à Cotonou, mais parce que la femme est ce qu'elle est, ils décident de se créer des missions, ils ne restent jamais à la maison. Et donc, d'où la volonté de trouver un second refuge. Non, mais écoutez, si vous avez une femme qui ne vous respecte pas, si elle sait qu'il y a la menace de la co-épouse là, elle est obligée de vous respecter. Mais c'est clair. Maintenant, c'est pas caché dans d'autres cas, c'est là quand l'homme n'a pas le cran de dire à sa femme, je veux pas une seconde femme, il se fait une femme dehors. Et c'est à ça qu'on découvre qu'il a fait beaucoup. La femme jalouse est dangereuse. Lorsque vous rendez la femme jalouse, elle réagit diversement. Il y a d'autres qui peuvent peut-être ruminer ou vous envoyer des chants, mais d'autres peuvent peut-être agir. Non, je vais vous dire peut-être même attenter à votre vie. Quand vous êtes avec une femme, il faut savoir que vous n'êtes pas en sécurité. Parce que vous ne pouvez jamais imaginer ce qu'elle pense réellement. Et si vous ne savez pas respecter l'espace de cette femme-là, qu'elle va vouloir vous nuire, vous n'y pourrez absolument rien. Il faut d'abord se mettre dans cette logique et commencer à la respecter. Si vous voulez prendre, donc moi je connais une femme, elle n'est pas capable de laver ses propres habits, elle n'a pas d'activité, donc elle ne gagne pas de l'argent. Mais elle ne peut pas laver ses habits, elle ne peut pas laver les habits de ses enfants. Même pour faire la cuisine, parfois, elle va solliciter d'autres personnes. Mais c'est là elle n'a pas de problème d'éducation parce que j'ai dit au début que la base c'est l'éducation. Quand tu veux choisir ton partenaire, il y a des critères. Non, je n'ai pas fini. Je vous laisse. Mais ce monsieur, avec sa femme, tout se passe bien. Mais quand il cause avec nous autres devant un verre, il dit mais vraiment ma femme elle me prend la tête, je vais payer 3 000 demain pour celle qui va venir laver les habits, demain c'est 12 000, moi je suis fatigué, elle ne fout rien dans la maison, mais heureusement j'ai trouvé une petite dehors, elle me fait tout, elle ne me réclame rien, même quand il donne 1500, elle fait bien, je mange, mais je ne vais pas lui dire. Mais il prétend qu'il est en train d'aider celle qui est dehors. Mais est-ce que c'est pas parce que l'autre aussi cherche une place dans un foyer où elle aimerait avoir dans ce labyrinthe, mais il y a la faille. Dans ce labyrinthe de la polygamie également, c'est vrai, on trouve que parfois il y a des femmes qui exagèrent, mais il faut noter également qu'il y a des hommes aussi qui, dès qu'ils ont une nouvelle femme, l'ancienne reste dans leur tête vraiment une ancienne et donc on oublie même de prendre soin des enfants, de prendre soin d'elles et après, la troisième aussi, on oublie les deux premières. Qu'est-ce qui peut justifier cela selon vous? Je vais dire aussi que c'est le manque de respect envers soi-même, le manque de considération envers la première femme. C'est pas parce que tu as une nouvelle fleur que tu vas jeter et l'ancienne à la poubelle, non. La femme s'entretient.
C'est pas parce que oui, vous avez vu Atifa aujourd'hui, vous allez me mettre à la poubelle. Non, c'était moi. Si je n'étais pas une priorité pour vous, vous n'allez pas venir vers moi. C'est parce que vous avez trouvé quelque chose sur moi qui vous a attiré. Bon, je ne sais pas ce que vous avez trouvé sur Atifa, c'est un exemple, je ne dis pas, c'est ça, c'est un exemple. Non, ça peut pas être ça peut arriver. Non, je prends l'exemple de nous. Mais vous êtes toutes les deux belles, donc un homme normal qui te désire peut désirer Atifa, il n'y a pas de hasard. Revenons au sujet, c'était un exemple. D'accord. C'était un exemple que je prenais. Je disais tantôt que ça revient aussi toujours au respect, à l'éducation. Donc, et aussi, il y a des femmes, quand le monsieur dit A, elles vont toujours dire B. Au fur et à mesure, le monsieur se dit, mais elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui a changé envers éthique? Le monsieur aussi commence pas à changer de comportement envers sa femme, envers ses enfants aussi. Parce qu'il y a d'autres hommes, quand le mère commence pas à déconner aussi, c'est la catastrophe à la maison. Bon, restez avec votre maman. Après, on connaît des femmes même quand le foyer est tranquille, ça ne leur plaît pas. Voilà, il y a aussi des femmes comme ça, quand le foyer est tranquille, elle n'aime pas la paix. Il y a des jeunes qui disent que c'est trop calme. J'ai trouvé quelque chose. Il faut que je crée quelque chose pour pimenter la relation. Alors, il y a également un autre fait, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont de nature qui n'arrivent pas à supporter, qui sont de vrais loups solitaires. Oui. Par exemple, à tel enseigne que dès qu'ils sont avec une femme, quelques temps après, ils estiment qu'ils sont dans un sentiment d'inconfort, et il faut la nouvelle. Et ces personnes-là, on constate parfois qu'ils ont jusqu'à 4-5 femmes. Il y en a des autorités aussi qui sont comme ça, et vous le voyez aujourd'hui, il est avec telle femme, peut-être il fait 2 ans, après il marie l'autre, il ne revient plus jamais dans cette maison. Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Est-ce lié à l'enfance, lié à l'éducation? Alors, pour moi, c'est un personnage atypique. Pour moi, ce qui peut justifier une telle situation, je dirais, il y a beaucoup parmi nous qui souffrent de dépression, qui traînent des petits démons depuis l'enfance et qui s'ignorent. Des malades qui s'ignorent, comme on le dit si bien. Des gens qui ont des problèmes mais qui ne savent pas réellement. Il y en a qui ont été traumatisés depuis l'enfance, peut-être dû à des événements, des petits problèmes. Des gens, par exemple, qui sont habitués sans s'en rendre compte. Exactement. Des personnes qui ont été habituées peut-être à voir leurs parents se bagarrer, leurs parents se disputer devant eux, des malcompréhensions. Tout le temps, c'est des problèmes, des disputes. Tout ça crée des traumatismes chez la personne au point où ça déteint sur le comportement, ça déteint sur la façon de vivre, où on n'arrive pas à accepter l'autre. Des fois, tu as envie de quelque chose aujourd'hui, demain tu as envie de changer de goût, ou demain. C'est dû à des dépressions, des traumatismes qu'on traîne depuis l'enfance et qu'on n'arrive pas à extérioriser, à guérir, parce que c'est un problème fondamental qu'il faut régler d'abord avant de dire je vais accepter quelqu'un d'autre à côté de moi, parce que à la lieu là, on se rentre de changer de partenaire, on se rentre de courir de coq à l'âne à chaque fois. Et on trouve chaque fois que c'est l'autre qui a quand même c'est l'autre qui a quand même des défauts. En temps, c'est nous-mêmes justement le problème. Exactement. La problématique. Kolomoussou, vous voulez réagir depuis un certain temps, oui. On parle de polygamie toujours. Tout à l'heure, j'ai interrogé Nassimi Fatoumi par rapport à ce que vous avez eu à entendre, mais par rapport à Atifa, je lui disais qu'on note à un moment donné des hommes qui tout le temps sont parano, qui estiment que le problème vient chaque fois des autres, alors que c'est eux qui trimballent peut-être des douleurs du passé qui n'ont pas pu guérir et qui les amènent dans une situation d'inconfort à ne pas pouvoir être en société. Je dirais plutôt que est-ce réellement par là qu'ils trouveront le résultat escompté? Est-ce réellement en prenant beaucoup de femmes qu'ils trouvent satisfaction à leurs problèmes? Pour eux, en fait, c'est une façon de s'évader, peut-être de guérir en temps. Lorsque tu amasses les femmes. Non, pas forcément en amassant les femmes. Tu peux amasser les bouteilles d'alcool aussi. Hein. Exactement. Pas forcément en amassant c'est ça, pas forcément en amassant des femmes, mais parfois, peut-être tu es en relation avec quelqu'un aujourd'hui, tout va bien. Mais dès que tu as un petit problème, peut-être le problème est dû au traumatisme que tu as ou ce que tu traînes depuis l'enfance. Tu penses que bon, là, au lieu de régler le problème, je ne vais pas le régler. Non, mais tu sais, il y a d'autres garçons, surtout nos jeunes,
de nos âges se disent, mais papa, c'est son problème, il a une seule femme. Mais moi, je vais me prendre jusqu'à 5-6 femmes. Il y a les moyens. Aussi, il y a les moyens. Surtout quand il est unique. Surtout les garçons uniques. Non. Peut-être qu'il est unique. Il y a une grande famille. On peut avoir 3 femmes, donc il faut que le départ. Il faut que j'aille à 4 femmes. Je vais rebondir. J'ai un ami à 30 ans qui a 3 femmes déjà. Je vais rebondir. Il a 32 ans. Il est épanoui. À 32 ans, il a 3 femmes. Il y a femme sur le même toit. Chacun sait comment il se trouve heureux. Les femmes vivent sur le même toit. Oh, il semble être heureux. Vous entendez? Il semble être heureux. Bon, à mon avis, puisque lui dit qu'il est heureux. S'il le dit, il est. Bon, il faut être dans sa peau pour savoir s'il est vraiment heureux ou pas. Exactement. Mais vraiment, j'ai aimé l'argumentaire de Atifa tout à l'heure. Bon, si on peut choisir la femme pour régler ce traumatisme, je crois que c'est la meilleure chose au monde. Hein. La femme, elle est douce, elle est agréable, on y trouve du bonheur. Mais aussi, au lieu de faire ça, je vais prendre des bouteilles d'alcool. Quand j'ai fini de me taper une bouteille, je me sens pas bien. Alors que quand j'ai fini avec une femme, je me sens encore mieux qu'avant. Et quand je fume la bouteille, vous vous sentez pas bien, mais non, je me sens bien. Mais c'est un bonheur. Oui, c'est un bonheur. En faisant ça, la femme, elle aura quel sentiment? Ben, il est partagé, le bonheur il est partagé quand même, toi aussi. Le bonheur, non, mais tu as une femme, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne vas pas me dire que quand tu as fini cette affaire-là, toi tu n'es pas heureuse. Tu es généralement plus heureuse que moi quand on a fini cette affaire-là. Donc, je vais dire, c'est bien d'aborder cet aspect, mais j'ai 3 petites choses à dire. Oui, allez-y. Vous savez, dans notre société, quand vous avez une femme par exemple qui n'arrive pas à enfanter, qu'est-ce qui se passe? On s'arrange pour vous trouver une deuxième femme qui va vous donner un enfant. Même publiquement. Laissez-le terminer. Donc ça, vous devenez polygame sans le vouloir. Mais cette polygamie est venue régler un problème. Si le choix est bien fait, les 2 femmes seront comme des sœurs dans votre ménage et vous serez heureux avec eux. Justement pour maintenant, dans la philosophie. Non, je n'ai pas fini. Toujours dans... aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a des femmes qui font un enfant avec un homme, qui disent que ce ménage-là, ce n'est pas bon, vont dehors pour être la maîtresse de quelqu'un qui est dans un autre ménage. Et quand ça ne va pas, change encore. Donc ça devient un pèlerinage. Voilà. Elle passe d'homme en homme. Au lieu d'être fixe dans un ménage, même si on a amené une autre femme, il y a quand même cette instabilité. Vous savez, les soirs là, vous savez où j'habite vers Cococodi. Hein. Le soir, tu ne peux pas prendre le risque si tu es un homme de marcher sur le trottoir. Tu vas croiser tellement de femmes. Des femmes mariées ou des jeunes femmes. Et elles ont toutes des enfants. Elles n'ont pas pu résister dans un ménage. Et elles ne veulent pas la polygamie. On a amené une autre femme, elles sont sorties. Mais maintenant, elles sortent la nuit pour être prêtes à me satisfaire si moi j'ai besoin d'elles. Et ça devient... C'est pas bien pour la société. On n'a pas eu besoin d'elle. Oh, ça se dit pas sur un plateau. On en parlera. Parce qu'elles sont là, elles ont un sac. Oui. Quand le zème s'arrête, il faut qu'elles soient utiles à la société. Il faut qu'elles soient utiles à la société. Elles sont utiles, elles sont très utiles. Parce que quand vous voyez tous ces hommes qui viennent elles offrent des services. Non, il y a des étrangers au Bénin qui n'ont même pas de maison véritablement. Vous allez les voir. Non, vous allez voir 10 hommes qui dorment devant un portail. Mais elles ont des besoins physiologiques qu'il faut satisfaire. Ils s'alignent dans des quartiers dont je ne vais pas appeler le nom ici pour satisfaire leurs besoins. Et c'est ces femmes-là qui les aident. S'ils ont un peu plus de moyens, ils ne vont pas dans ces quartiers, mais ils vont vers les grands bars parce que dans les alentours, il y a toujours des femmes qui semblent un peu occupées à leur téléphone, mais qui sont généralement... Donc vous, quand vous allez dans les bars, ce n'est pas peut-être pour les bouteilles d'alcool, mais peut-être pour... Non, mais c'est un tout. C'est un tout. Vous faites un tour. Alors, à la fin, parfois, on constate que parfois les 2 conjoints s'entendent pour aller vers la polygamie parce que peut-être à un moment donné, après peut-être 10 ans de mariage, on voit que madame n'arrive pas à procréer, on fait le diagnostic, on constate que le mâle vient de la femme et donc de façon consentante, on s'entend pour amener soit un autre enfant, peut-être amener même une femme dans le foyer pour que monsieur puisse avoir quand même un héritier. Vous savez, on est dans une société où il faut s'adapter au changement, à ce qui se passe autour de nous. Je ne veux pas dire que c'est une raison de s'offrir à la débandade ou d'accepter que son mari va enceinter quelqu'un d'autre dehors. Oui. Mais si c'est un problème et la solution, c'est peut-être ce que vous avez cité tout à l'heure, je ne pense pas que la femme puisse avoir une gêne ou un problème pour empêcher cela parce que c'est pour l'épanouissement du couple également.
c'est pour l'épanouissement du couple également. Donc, c'est des petits problèmes, c'est la base d'une relation même aussi, c'est la communication. Je reviens un instant à Tifa Olafa, je pose une question à Kolomoussou parce que je vais la remplacer d'un instant à l'autre. Kolomoussou, alors lorsque cette femme-là, elle vient et qu'elle s'installe dans le foyer et qu'elle voit que bon, elle a pu offrir un enfant au monsieur, tandis que la femme qui était là, bien qu'elle soit intellectuelle, elle est tout, elle n'a pas pu offrir un enfant. On sent parfois que cette femme-là veut réclamer plus de légitimité que la première parce qu'elle estime qu'elle a pu offrir un héritier et la famille est beaucoup plus de commun accord, complice avec cette femme-là qui lui a donné un enfant et l'autre, on le dit tout. C'est malheureusement la réalité de la vie et ce à quoi nous sommes confrontés. Donc, on ne choisit pas d'être stérile. Exactement, on ne choisit pas. Donc ça peut arriver que ce genre de situations puissent venir. Donc on s'adapte et puis... Et c'est aussi à l'homme de mettre l'autre en confiance. On va remercier Kolomoussou très rapidement pour installer Inès Kouassi qui va nous rejoindre dans le débat juste avant qu'on la reçoive pour l'inviter. Elle va nous dire un peu quelques mots sur ce qu'elle pense de la polygamie dans ce débat quand même assez passionnant. Juste après le jingle suivant. Alors Inès Kouassi, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints au cours de ce débat. Nous sommes là ce matin, on ne prend pas le café pour parler environnement, mais on parle polygamie. La polygamie, vous en pensez quoi? Très sincèrement et franchement. Je pense que dans nos sociétés, c'est une réalité. Et puis, comme il était en train de le dire tout à l'heure, de façon... Enfin... Quand on va considérer les décennies en arrière, quand on va aller dans les villages et même à Cotonou, dans les grandes villes, c'est une réalité. On vit avec beaucoup de familles qui sont polygames, d'autres qui sont monogames, donc chacun fait son choix et puis il assume. Chacun fait son choix, il assume. Vous êtes pour la polygamie ou contre la polygamie? Je pense que quand on va se marier, déjà, la loi vous permet de choisir le régime que vous voulez embrasser. Si vous décidez de choisir la polygamie, c'est de commun accord avec votre époux ou votre épouse. Vous faites votre choix, vous allez à la mairie et vous signez. Moi, j'ai signé pour la monogamie. Vous avez signé pour la monogamie. Absolument. Et si éventuellement, monsieur décide d'amener notre femme parce qu'il ressent le besoin? Quel genre de besoin? Le besoin peut-être... vous avez vu, vous êtes à côté d'Atifa Olafa. Vous êtes d'une certaine taille et qui voit que bon, peut-être un peu plus élancé, ça lui donne, ça l'apporte quelque chose de particulier. Et qu'il... Bon, il n'est pas particulièrement grand, donc ça va. Oui, mais peut-être décider de faire une nouvelle expérience. Ce n'est pas encore arrivé, donc ça va. Et si ça arrivait? Nous allons découvrir d'autres personnes. Enfin, je pense que c'est important de savoir où on va, de savoir quels sont ses choix et aussi de rester fidèle à ses convictions. Et moi, j'ai l'habitude de dire à mon mari que mon choix, c'était d'abord sur les valeurs. Et c'était d'abord à cause des valeurs qu'on partage. Et même quand ça devient difficile, j'ai l'habitude de dire, tu es un homme de parole. Et ça, c'est important pour moi. Et je pense que c'est aussi ça, que ce soit pour la polygamie ou pour la monogamie. Et je vais même vous dire, quand on se mariait, il s'est posé la question de, est-ce qu'on fait séparation de biens ou communauté de biens? Et moi, j'ai dit, on va faire la séparation de biens. Et puis lui, il disait, mais pourquoi tu veux qu'on fasse la séparation de biens? Parce que pour lui, la question ne se posait même pas, ça devait être communauté de biens. Et je lui ai dit, j'ai beaucoup échangé avec... j'oublie son nom, elle a été ancienne ministre et puis femme de droit, qui m'a expliqué en fait... Maryse Bégaud? Non, elle aussi, mais bon, ce n'est pas elle que je citais, que j'avais à l'esprit. Claire Hungan Aïmona, voilà. Qui m'a dit, en fait, la séparation de biens a cela d'intéressant que quand vous bâtissez votre empire et que plus tard il y a des difficultés, vos biens peuvent être préservés parce que si c'est toi la femme qui, peut-être par ton entreprise et tout ça, a des choses à gérer avec la... Enfin, si on devrait éventuellement mettre la main sur tes biens, au moins votre foyer ne part pas en éclats au plan matériel, vous avez quand même de quoi rebondir. Et si, comme c'est souvent le cas, c'est l'homme qui est en difficulté, la femme peut venir à la rescousse. Et j'ai vu avant moi beaucoup de couples faire cette option-là.
Et je lui ai expliqué que c'est surtout pour ça que moi, je pense que la séparation de biens... Parce qu'il dit, si on est unis, pourquoi on doit être séparés? Donc, ce n'est pas qu'on est séparés, mais c'est un choix juridique qui nous permet d'avancer. Alors, parlons toujours de polygamie. Kalaske Tomé, vous êtes arrivé de vivre dans une famille polygamique. Quelques anecdotes? Moi, mon père, il est monogame. Mais j'ai côtoyé des familles où il y avait la polygamie. Et je vais avouer qu'au début, je trouvais que c'était monstrueux. Pourquoi? Je trouvais que ce n'était pas imaginable à cause des tensions qu'il y avait. Mais dans la vie, il m'est arrivé de rencontrer. J'ai eu un ami et j'allais chez lui. Son père avait 3 femmes à la maison. Mais je n'ai jamais su que son père avait 3 femmes. Je pensais que son père avait qu'une seule femme et qu'il y avait 2 sœurs de sa femme dans la maison. ça j'ai connu aussi. C'est arrivé un jour, on discutait et il a parlé de son frère. Et quand on parlait, il a dit que sa maman a donné quelque chose à son frère. Il n'a pas dit ma maman. J'ai dit, j'ai pas compris. Sa maman, ça veut dire quoi? Il dit, ah, tu ne savais pas? C'est pas l'enfant de ma mère. Il dit, comment? Il dit, mais sa mère, c'est l'autre. C'est pas la sœur de ta mère. Il dit, non, c'est la deuxième femme de mon père. Ouais, je n'ai pas imaginé. Les deux dormaient sur le même lit. Ils avaient une table d'études et leurs affaires étaient rangées face à face. Mais il y avait une harmonie. Personne n'empiétait sur l'espace de l'autre. Mais il y avait un respect pas possible. Moi, je me suis dit, ils sont tellement bien éduqués, mais il y a une différence entre eux. Et quand ils ne m'ont pas dit, j'ai pas su. Donc, j'ai été curieux de comprendre comment ça fonctionnait dans ce ménage. Mais vous ne savez pas, quand la maman prépare, elle dépose, tout le monde se sert. Papa, maman, tout le monde se sert. C'était tellement beau. Moi, c'était la monogamie, mais c'était pas aussi beau que ça. Parce que je ne savais pas qu'il y avait une différence. Quand j'ai trouvé qu'il y avait une différence, j'ai trouvé que c'était trop beau. Tous les enfants, au fait, chaque enfant avait son assiette. Et chaque enfant reconnaissait son assiette. Personne ne prenait l'assiette de l'autre. Donc quand on dit le repas est prêt, chacun prend son assiette, il se pointe là, et c'est la maman qui a préparé, qui sert tout le monde. Tout le monde s'assoit au même titre. Après, elle fait 4 assiettes qu'elle pose là. L'homme est assis, les 3 femmes sont au bout. Tout le monde mange, on finit. Chaque enfant sait ce qu'il doit faire exactement après le repas. Tout le monde a ses droits et ses devoirs. C'est après que j'ai compris qu'il y avait une certaine concurrence entre les enfants. Chaque enfant voulait tout faire pour réussir dans la vie, pour honorer sa maman. Parce qu'en dehors de cette harmonie, ces mamans communiquaient des valeurs à chaque enfant. Chaque maman estime que c'est la réussite de ses enfants qui ferait son honneur. Donc dans cette harmonie, ils ont créé une certaine émulation. Et quand j'ai découvert ça, c'est ce jour-là que j'ai trouvé que la polygamie, c'est pas aussi monstrueux que je le pensais. C'est pas aussi satanique que je le pensais. Et j'ai dit, comment ton papa a pris 3 femmes? Il n'avait que 2 femmes en fait. La 3e femme était la femme de son grand frère qui était décédé. Et quand son grand frère décédait, la femme avait 2 petits-enfants. Donc la famille a estimé qu'il fallait trouver un refuge. Après tergiversation, lui il a accepté, il a pris cette femme. Et ses enfants sont devenus ses enfants. Elle a fait d'autres enfants à cet homme. Et personne ne peut faire la différence entre ses enfants. J'ai trouvé que c'était beau. Et c'est ce jour que j'ai trouvé que c'était pas si mauvais la polygamie. Et que vous allez expérimenter la polygamie pour voir aussi. Dans cette patrouille, vous êtes arrivé à Poubert de côtoyer durant votre cursus ou même à Cotonou ici un ménage polygame? Oui. Bon. Quelques anecdotes, qu'est-ce que vous Exemple palpable, je suis ici d'une famille polygamique, mais comme Atifa l'a souligné tout à l'heure, on ne vivait pas sur le même toit, chacun avait son espace, mais il arrivait que vous retrouvez. On se retrouve, mais si on ne vous disait pas que c'est pas l'enfant, bon, certes, entre les moments, c'était pas aussi la belle vie, mais entre nous les enfants, si on ne vous disait pas que bon, celle-ci c'est l'enfant de la maman de la série, vous n'allez pas savoir, parce qu'on a su on a eu... Entre enfants, il y a quand même une parfaite communion, mais ce sont les moments qui ont quand même quelques petites querelles. Ça arrive toujours. On dit, bon, c'est moi la préférée, c'est mon mari, c'est toi qui es venu après. Il dort plus de l'autre côté qu'ici. Ça, je n'en sais pas. Il fait ta tabasque là-bas. Là-bas, il envoie. Là-bas, il envoie le mouton. Le mouton ici. Ce que moi, je sais, c'est qu'entre nous, les enfants, il y a une belle harmonie, même si c'est pas tellement ça, parce qu'il y a des fois, moi, je peux faire 2 mois, 3 mois sans prendre soin de mes frères, sans prendre des nouvelles de mes frères. Mais vous n'êtes pas gêné? Bon, des fois. Comme on dit, moi, c'est des enfants du même père, vous êtes enfants du même père, on est enfants du même père. Sans prendre des nouvelles, vous n'êtes pas perturbé dans votre... Le papa, il va prendre
prendre soin de leur nouvel moi. Mais vous êtes la grande sœur, ce sont vos frères. Je n'en disconviens Demain, pas. vous êtes appelé quand même à leur porter aide lorsqu'ils sont en besoin. Je ne refuse pas. Alors pourquoi Mais pas pour prendre des l'instant, nouvelles? mes frères à moi sont mes priorités, mes préoccupations. Le reste viendra après. Ils sont également vos frères. La Puisque jalousie et la division. ils viennent du même père, tu fais la fin. Vous avez vécu également dans un ménage polygame? Non. Ou bien vous avez passé des vacances là-bas? Non. Non plus. Non, personnellement, j'ai pas côtoyé un foyer. Je suis sûr que Inès Kwasi, elle a fait cette expérience, n'est-ce pas? Non. Non? Même si mon père a des enfants d'un autre lit. Et vous avez trouvé comment vous avez des rapports avec ces enfants-là? Comment vous entretenez les rapports avec les enfants-là? Enfin. Ce soupir dit tout, hein? Oui, c'est délicat parce que je les connais pas vraiment. Il y en a que je connais, mais pas. Est-ce que vous avez eu le désir irrésistible de les connaître? Le désir irrésistible? Parce que ce sont les enfants de votre père. Après, enfin, l'irrésistible que vous ajoutez. Oui, vous avez partagé ensemble l'héritage de votre père. Puisqu'ils seront aussi dignes héritiers de votre père. Moi, en fait, mon père, c'est pas le monsieur qui a des biens dans tous les sens. Mais les enfants de monsieur Kwasi. je vous réponds. Oui. Mon père, ce que j'ai eu de mon père, c'est vraiment la capacité de rêver et l'ambition, de le voir au quotidien. Et c'est ça, je le dois à ma mère parce qu'elle aurait pu partir. Il y a eu des situations compliquées, mais elle est restée. Et pas plus tard que la semaine dernière, je disais, ça reste un modèle parce que c'est facile de pouvoir décider de tout arrêter parce que ça devient difficile. Il donnait l'exemple de dames qu'il rencontre les soirs en rentrant chez lui parce que quand des difficultés se sont présentées, elles n'ont pas voulu rester plus longtemps, elles sont parties et se retrouvent dans des... Mais ma mère n'a pas fait ce choix-là. Et je la remercie. Donc si aujourd'hui je peux rêver, et j'aime bien dire, mon père c'était plein de rêves dans la tête et ma mère c'était les valeurs et c'est ce qui fait mon équilibre aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont reçu les mêmes choses? De toute façon, même avec mes frères du même lit, je pense que chacun a reçu selon sa personnalité et qui il est. Merci à vous, Inès Kwasi. On comprend que vous avez quand même une petite aversion, on ne peut pas dire une grande aversion contre la polygamie. La polygamie, je ne suis pas pour et je ne m'en cache pas. Merci de le réaffirmer. Je sens brûle. mais le temps qui nous est imparti. Non, il faut que je dise ce que j'ai à dire. Si c'est à mon adresse, il faudra que je réponde. Non, aucunement. Vous savez, ce que moi j'aime, c'est que la polygamie n'a pas le même sens pour nous les Africains. Dès que vous avez fait un enfant avec quelqu'un en Afrique, on dit que c'est votre femme. Ce n'est pas pareil ailleurs. Et donc le fait qu'on vous dit que c'est votre femme vous oblige à faire des choses et à l'intégrer pour que cet enfant ne soit pas perdu. Du coup, il y a beaucoup de gens ici qui sont des polygames, qui s'ignorent parce que peut-être ils n'ont plus vraiment de vrais rapports avec cette femme, mais ils ont des devoirs immanquables envers cette femme et cet enfant. Vous en avez? Et je trouve que c'est... Non. Pas encore. Si moi je veux prendre une femme, j'en... Heureusement. Pas encore. Mais il s'y prépare tellement Merci que... à vous, chers débatteurs, pour ce beau débat. Inès Kwasi, vous restez avec moi. Kalaski Toumé, vous restez avec moi. On se retrouve tout à l'heure pour parler du 8 mars en quelques minutes. Merci à vous, Atifa Olafa et Merci Nassim à Fatoumi. Abdelkader. Juste après le jingle, on retrouve Inès Kwasi. L'invité de ce matin avec vous, Inès Kwasi. Bonjour. Bonjour à nous. Merci d'avoir contribué à notre débat de ce matin. C'est un plaisir. Vous êtes directrice de Terre à Terre Bénin, initiatrice du Café Environnement. Merci d'avoir sacrifié votre matinée et d'être à nos côtés pour cet entretien. Je suis avec Kalaski Toumé. Bonjour à nouveau. Journaliste au sein du groupe de presse ESAE. Kalaski Toumé, elle est à vous. Nous sommes le 8 mars. Jour de la célébration des droits des femmes, voilà. C'est lui qui doit me cuisiner. On cuisine ensemble. Je vais dire, d'entrée, je vais dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Inès Kwasi. C'est gentil. Que j'ai connu sur une autre chaîne, qui faisait une émission qui me plaisait beaucoup, une émission avec beaucoup de vie. Et la façon dont elle bougeait dans l'émission me faisait beaucoup bougeait. Elle bougeait. Vous avez parlé tout à l'heure que vous aimez quand même dans les bars voir que certaines choses. Et là, vous parlez d'elle bouger. Non, mais une femme, des c'est amis beaucoup de internautes choses. Et elle bougeait énormément et puis c'était vivant. Il y a beaucoup d'émissions dans le genre qu'on connaissait.
mais c'était plutôt plateau, c'était statique, c'était coincé. Mais avec elle, par contre, c'était autre chose. Ça bougeait. C'était la vie et j'aimais beaucoup ça. Et là, je l'ai découvert dans une nouvelle vie et que j'aime beaucoup aussi. Mais je lui ai dit hier que je dis les femmes, elle, je la mets à part. Je la mets à part et on peut voir hein, comme elle est habillée aujourd'hui. En temps normal, le 8 mars, les femmes elles viennent avec le lace le plus cher qu'elles ont dans leur tiroir, les talons les plus hauts possibles, le foulard le plus haut, le plus beau possible avec des bijoux à ne pas en finir. Mais regardez là. Elle est belle? Comme ça? C'est pas moi qui le dis. On n'est pas tombé dans le piège. La nature même tout qu'elle est belle. Et elle est belle par ses initiatives. Merci. Son mari est jaloux. Hein? Oh, je le respecte beaucoup. C'est un ami, son mari. Nous avons fait du chemin ensemble. Son papa est derrière. Fais gaffe. Alors, nous avons habité dans le même quartier. Je la voyais passer avec beaucoup d'admiration. Mais ce n'est pas aller au-delà de cette admiration. De cette admiration. Merci beaucoup. Je la respecte beaucoup. Merci mais beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et on dit droit de la femme, il y a beaucoup d'amalgames qui se font, on dit c'est la fête de la femme et tout. Mais pour vous, Inès Kwasi, journée internationale des droits de la femme, qu'est-ce que ça vous dit? Ce n'est pas vraiment une fête, c'est un moment de réflexion pour pouvoir améliorer les conditions de travail, surtout des femmes, puisque au départ, c'est d'abord en reconnaissance à la lutte que les femmes ont menée pour que leurs conditions de travail, que dans le milieu professionnel, elles puissent avoir des conditions meilleures et qu'à compétences égales, on puisse les rémunérer de façon utile et égale aussi. Donc pour moi, le 8 mars, on parle bien de la Journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas la fête des femmes, ce n'est pas la fête des mères, mais oui, au cœur du débat, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Et chaque 8 mars, comment vous vous sentez en tant que femme très engagée? Ça va paraître un peu bizarre. Parfois, je ne réalise pas qu'on est le 8 mars. Pourquoi? Vous ne vous sentez pas impliqué par cette fête? Vous ne vous sentez pas concernée? Vous voyez, vous parlez de fête. Donc, quand vous dites fête, je ne me retrouve la pas. journée, elle est consacrée aux femmes, c'est vrai, on va réfléchir. On célèbre les droits, oui. Oui, on célèbre les droits, mais il y a aussi un côté festif. Oui, pourquoi pas. Mais bon, aujourd'hui, moi, je travaille, par exemple. Donc, je ne suis pas en train de fêter pour fêter. Parce que je veux aussi améliorer mes conditions de travail, je veux pouvoir améliorer mes revenus, je veux pouvoir être plus épanouie parce que j'ai encore des aspirations. Et pour ça, oui, je travaille. Alors, que pensez-vous des droits de la femme béninoise? Vous parliez tout à l'heure de polygamie et je pense que pour les femmes qui, comme moi, ne sont pas pour la polygamie, c'est surtout la pression psychologique et la pression émotionnelle aussi. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a le droit d'être épanoui. On a le droit de se sentir bien dans sa relation. Surtout quand on n'est pas allé prendre le mari de quelqu'un d'autre, se mettre en danger soi-même et tout ça. Donc c'est important. Donc les femmes béninoises, j'aimerais revenir un petit peu à mon quotidien professionnellement. Ce sont des Amazones. Quand nous parlons de l'environnement, les questions de l'eau, vous savez, quand vous implémentez un projet dans une région et que vous voulez aider les femmes, par exemple, à avoir de l'eau, que vous ne vous assurez pas que le positionnement choisi est le plus convenable pour elles, vous avez réalisé votre forage, mais elles ne vont pas l'utiliser. Parce que, et c'est arrivé hein, dans certaines régions, le projet est venu, on a fait le forage, mais les femmes continuent de parcourir des kilomètres pour aller puiser de l'eau. Une eau qui est souillée et qui n'est pas de bonne qualité. Et l'enquête a révélé en fait que elles ont dit, vous auriez dû nous demander. Parce que le matin, quand une femme a été peut-être battue ou maltraitée, quand une femme a été victime d'agression verbale vis-à-vis de son mari, ou quand il y a des problèmes, c'est le matin en faisant la corvée d'eau qu'elles se parlent. C'est le matin en faisant la corvée d'eau qu'elles se conseillent. Donc, elles ont besoin de temps. Elles ont besoin peut-être d'une heure en aller-retour pour pouvoir régler la question. Mais quand c'est au cœur de la concession, là, vous les empêchez de parler parce qu'il y a des ouïes indiscrètes
qui vont entendre le discours ou les positions des uns et des autres, donc c'est compliqué. Les femmes, elles travaillent beaucoup dans ce que nous appelons la lutte contre les changements climatiques et elles sont souvent victimes aussi. Donc, quand on... Vous êtes dans le monde là, de café Oui, bien environnement. sûr, non pas de café environnement, mais de terre à terre bilan. Vous voyez quand on a des situations de guerre, par exemple, les femmes, c'est difficile parce qu'elles se retrouvent en déplacement. D'accord? Et quand elles se déplacent, elles vont dans des régions qu'elles ne maîtrisent pas. Et elles se retrouvent en position d'insécurité. Il y a eu des femmes qui ont été violées simplement parce qu'elles ont quitté leur maison, parce que les ressources sont devenues rares, même en parlant de changement climatique, sans forcément que ce soit la guerre. Donc, tout ça, c'est compliqué pour les femmes. Et je vais venir sur les droits. Dans le Koufo, vous savez, les femmes, elles n'ont pas droit à la terre. Ce n'est pas que dans le Koufo. Et on dit c'est le mari qui permet aux femmes d'aller au champ, de cultiver et d'avoir des ressources. Mais on ne lui donne pas d'autres ressources. On dit on t'a donné une terre. Et on lui donne une terre dégradée qui ne produit rien. C'est difficile pour la femme dans ces conditions de pouvoir pleinement assumer son rôle et de pouvoir nourrir ses enfants et de pouvoir s'en sortir. Donc moi, si cette journée peut permettre que pour les questions environnementales, par exemple, ces problèmes-là soient adressés, on aura fait œuvre utile. D'accord, dans votre propos, vous avez parlé de la femme comme si la femme devait tout faire. Mais il y a quand même l'homme aussi qui est là, qui accompagne la femme. Et quand nous parlons des droits de la femme, est-ce que ce n'est pas l'occasion de lui rappeler tous ses devoirs tout de suite? Oui, ce sont deux pièces d'une même médaille. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et on est naïf de ne pas y penser. Il y a un de vos collègues hier qui disait, moi, chaque 8 mars, papa, il fait tout et tout ça. Mais juste après, on la laisse revenir à son quotidien. Parce que oui, ça reste une journée. On l'honore une journée. Ce n'est pas assez. Mais bon, je trouve que c'est déjà un bel exemple. On va passer à la semaine de la femme. Non, en fait, tout ça pour moi, ça reste un peu comme du théâtre. Oui, et non, il faut du concret. Il faut agir. Au lieu d'offrir les tissus pour le 8 mars aux femmes, formez-les, par exemple. Il faut voir le besoin qui permet réellement leur épanouissement in fine. Le gouvernement actuel quand même a actionné les leviers pour quand même promouvoir la femme. Est-ce que, après expérimentation, est-ce que vous constatez des effets probants? Personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut se lever, il faut travailler, il faut y aller. On a des ambitions, on a des rêves, on se donne les moyens. Je n'attends pas le gouvernement, personnellement. Et souvent, je dis, bon, depuis que je suis née, aucun gouvernement, peu importe le président, n'a réellement changé ma vie. Donc, j'attends pas grand-chose. Enfin, ils font ce qu'ils ont à faire, ils essayent, et c'est louable les efforts. Aujourd'hui, on a Madame Bokpe Nyankadja, qui est à la tête de l'Institut, l'INF. Elle met de son expérience, elle met de son cœur aussi. C'est le lieu de saluer le travail qu'elle fait. Mais bon, chacun doit se lever. Oui, mais les femmes, c'est leur journée. Et nous savons que c'est une lutte qui a amené à l'adoption de cette journée. Et ces luttes aujourd'hui, par endroits, sont peut-être à revoir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'IVG, c'est comme un droit acquis pour les femmes, mais ça pose problème aujourd'hui dans certains pays. Pendant que les gens l'inscrivent carrément dans leur constitution, il y a des pays où les médecins refusent volontairement de l'appliquer. Il y a de ces droits que les femmes ont acquis, l'égalité avec l'homme. C'est beaucoup de choses, mais est-ce que toutes ces choses-là ne sont pas à être vraiment repensées par les femmes elles-mêmes, selon leur contexte, pour que ce soit vraiment applicable? Dans la mesure où, tel que ça se fait ailleurs, si on veut forcément les transplanter, je crois qu'il y a mal donné. Qu'est-ce que vous pensez de la question? On ne peut pas se développer en mettant les jeunes à part, les aînés à part. Ça doit être transgénérationnel. On ne peut pas non plus avoir des résultats probants en mettant les hommes à part et les femmes à part. Ça doit se faire ensemble. Et
pour y arriver, il faut savoir ce que les familles désirent, qu'est-ce que les familles veulent. Et c'est comme je le disais dans le débat tout à l'heure, qu'est-ce que vous vous êtes dit avant d'y aller? Donc, c'est important. Et ce n'est pas sans l'homme, parce qu'il y a sa responsabilité aussi qui est engagée. Est-ce que les femmes doivent repenser ces questions-là? Pas seules. Elles doivent le faire en considérant la famille, en considérant leur communauté. Et les réalités africaines ne sont pas les mêmes occidentales. C'est important de tenir compte de son milieu de vie et de ce qui est possible. Alors, on va parler également de terre à terre et de l'environnement. J'ai tout de suite envie de vous poser la question de savoir pourquoi cet amour fou pour l'environnement? Cet amour pour l'environnement, pas passion et puis pas devoir. Pas passion parce que quand j'étais au second cycle, en classe de seconde, j'ai bénéficié du programme GLOBE, Global Learning and Observation to Benefit the Environment, qui est un programme initié par la NASA, qui nous avait permis d'installer une mini-station météo dans notre collège. On pouvait mesurer les températures minimales, maximales, identifier les nuages et surtout, ne rien jeter nulle autre part que dans des poubelles. Ça a été la passion, parce que je bluffais un petit peu ma mère quand je rentrais pour lui dire, bah, tu sais, là, on a du cumulus, on a du stratus, et ça la faisait rigoler et ça me faisait plaisir. Mais pas devoir après, parce que je n'avais jamais pensé à être entrepreneur. Personnellement, ça n'a pas été un choix ou un rêve d'enfance et tout ça. Non, c'était pas devoir. Et ce sont des femmes qui m'ont amené à ça. Et je voudrais aujourd'hui leur rendre hommage parce qu'elles ne sont plus. En 2017, j'ai perdu 2 de mes voisines. Elles sont parties du cancer du sein. Elles sont mortes du cancer du sein. Et ça a été un trauma pour moi parce que j'avais un master en environnement et je connaissais certains résultats de recherche qui montraient le lien entre les problèmes de santé et l'environnement, notamment la pollution du fleuve Ouémé qui arrose tout le Bénin. Et ces femmes-là, en fait, le docteur Pazou, qui est aussi une femme, avait fait des travaux qui expliquaient que quand nous consommons du poisson pêché dans nos eaux, si vous en faites une soupe de poisson frais, vous consommez 100% de résidus de pesticides. Là, on parle de la culture du coton. Si vous faites frire ces poissons, vous réduisez de 60% les résidus de pesticides. Et si vous faites fumer ces poissons, vous réduisez de 40% les résidus de pesticides. Donc, le meilleur mode de cuisson serait la friture, même si vous pouvez utiliser du papier absorbant. Moi, j'ai été traumatisée parce que je me suis dit, c'est des facteurs de risque. Et je me suis dit, peut-être que ces femmes, elles n'avaient pas ce genre d'informations. Et la science fait un travail magnifique, mais avec des codes, et c'est difficile de décoder tout ça. Et après mon trauma, à un moment, je me suis dit, bon, tu vas arrêter de déprimer pour ça. En 2017, j'avais 13 années d'expérience dans les médias, un master en environnement. Je me suis dit, tu vas rendre l'information environnementale accessible à toutes les cibles en langage terre à terre. C'est comme ça que Terre à terre Bénin est né, parce que je ne suis pas allée chercher bien loin. Donc, c'est ça, pas passion et pas devoir. Pas passion et pas devoir. Alors aujourd'hui, vous parcourez les établissements privés d'enseignement supérieur pour apporter l'information à la couche estudiantine. Qu'est-ce que vous retenez à mi-parcours de ces différents échanges-là? Est-ce que pour vous, la jeunesse semble être intéressée par la chose? Est-ce qu'ils comprennent l'enjeu? Absolument. En 2022, nous avons lancé ce programme en janvier. Il était mensuel. 2022, 2023, c'était mensuel. Et pourtant, chacune de ces années, nous avons engagé 15 000 personnes sur le terrain, 15 pays dans la sous-région, une belle participation à la COP, qui est la conférence sur le climat à l'international, chacune de ces années. Et puis, 2024, quand on est revenu de Dubaï, on s'est dit, bon, on va essayer de faire mieux. On est allé donc frapper à la porte de 3 autres grandes universités, l'Institut ESAE, tous les premiers jeudis du mois, on y est désormais pour le café environnement, l'ENEAM à Bégamin tous les 2e jeudis du mois et HECM à Jéricho tous les 3e jeudis du mois. Puis nous finissons à l'université d'Abomey-Calavi par où nous avions commencé. Les jeunes y sont intéressés et quand vous voyez... Juste cette semaine encore, on a reçu des vidéos de soutien pour nos ambassadeurs qui travaillent sur le terrain de partout. On a eu des vidéos des États-Unis, on a eu des vidéos de la Russie, malgré tout ce qu'on sait. Tout ce qui s'y passe. Voilà, on a des vidéos de personnes qui vivent à Nati Tengu pour dire que ce n'est pas seulement en Occident.
C'est ça notre impact, c'est pouvoir, nous, notre ambition vraiment, c'est avoir un ambassadeur du café environnement dans chaque rue de chaque ville du monde, parce qu'on se dit, s'ils sont des experts, non pas des experts, mais des personnes ressources capables de porter les préoccupations des populations vers nos experts et de revenir vers ces populations avec des réponses, on aura vraiment agi dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui, mais vous faites beaucoup et vous entretenez aujourd'hui le monde estudiantin par rapport à la protection de l'environnement. Mais nous savons que ici, dans notre contexte, c'est la femme qui est la base de l'éducation. Et qu'est-ce que vous faites pour que les femmes soient suffisamment équipées pour que déjà depuis la maison, elles puissent déjà donner les notions de base aux enfants, de sorte à ce qu'en grandissant, ils sachent que leur épanouissement dépend aussi de l'environnement dans lequel elles sont. Les femmes, par instinct, sont engagées à la protection de l'environnement. Parce que, oui, la femme, c'est elle qui apprend à son enfant l'entretien du cadre de vie. Tu dois faire ton lit, ta chambre doit être propre. Et souvent, dans les maisons, quand ça crie, c'est parce que la chambre n'est pas entretenue, c'est parce qu'on n'a pas balayé la cour, c'est parce qu'on n'a pas nettoyé la cuisine ou que le linge est sale. Ça, c'est le minimum. Moi, j'ai une façon assez particulière d'évaluer l'impact. Pour moi, ce n'est pas... Tout à l'heure, je dis 15 000 personnes et tout ça, mais quand je vais sensibiliser avec nos ambassadeurs et qu'on dit, voilà, la loi qui... interdit l'importation, l'exportation, la détention des sacs plastiques. Oui, on a voté la loi, mais elle n'est pas mise en œuvre. D'accord. Ils ont quelque chose à faire en tant que gouvernants. Mais vous, en tant que population, qu'est-ce que vous faites? Et nous, on dit aux mamans, si vous allez au marché, les mains vides, que vous prenez la tomate dans un sachet, le piment dans un sachet, les oignons dans un autre sachet, et à chaque... produit que vous achetez, un sachet, quand après notre sensibilisation, peut-être hier vous rentriez avec 10 sachets et que demain vous pouvez rentrer avec 7, c'est de l'impact. Il y a eu réduction. En 48 heures, on a vu un changement. Et ça, c'est ce que nous faisons. Et nous ne faisons pas de campagne de communication environnementale sans toucher les femmes parce que c'est énorme l'impact qu'elles ont dans leur maison et dans leur communauté. J'aime l'exemple que vous venez de donner, réduire le nombre d'utilisations de sachets par exemple. Et ce qu'on observe, c'est que 2-3 jours après, elles reprennent avec leurs vieilles habitudes et les femmes, elles sont prêtes à se disputer avec la vendeuse et elle n'est pas prête à leur donner un sachet pour telle ou telle chose. Parce qu'elles sont moulées dans ce système et elles n'ont pas pensé qu'il faut trouver des palliatifs. C'est comme si le sachet plastique aujourd'hui est indispensable dans notre milieu. Et elles prennent du pire à tous les jours au marché et dès qu'elles ont fini, elles n'attendent même pas de croiser une poubelle pour le mettre. C'est vrai qu'elles éduquent les enfants à balayer la maison, mais dans la rue, elles sont les premiers à jeter les sachets plastiques. Donc, c'est surtout cet aspect qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous faites pour qu'elles aillent au-delà de ce qui est connu, qui est traditionnel chez nous, qui est quand même obligatoire, mais qu'elles voient les autres impacts de leur acte vis-à-vis de l'environnement. Il est évident que nous n'avons pas à ce jour rencontré toutes les femmes. Ce n'est pas possible. On continue le travail. Mais pour votre préoccupation, c'est là où moi je dis c'est l'État qui intervient. Ce sont les gouvernants qui interviennent. Et ce sont les entreprises. Les entreprises parce qu'il faut les soutenir. Quand une entreprise crée une solution qui permet qu'on aille par exemple au marché avec des paniers biodégradables, comme on le faisait au bon vieux temps avec nos mamans, c'est difficile pour ces entreprises-là de mettre à échelle leurs produits. C'est là où il faut du financement. Mais quand vous allez vers certaines institutions, on va vous demander des études, on va vous demander un tas d'exigences où vous vous y perdez. Donc, nous, ce que nous faisons, j'aimerais quand même donner cet exemple de la maman que vous allez voir, quand nous allons vers les mamans, on dit, mais tu es maman aujourd'hui, tu aimerais bien que ton fils ait des enfants demain, mais pourquoi est-ce que tu lui donnes de la bouillie chaude dans un sachet? Ça les choque. Mais après ça, elles écoutent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais est-ce que tu mettrais quelques gouttes de pétrole dans la nourriture de ton fils? Parce que quelques années plus tard, ça va réduire quand même, c'est des facteurs qui réduisent la fertilité. Donc, quand vous passez par ces stratégies-là, vous atteignez mieux votre objectif. Et après, l'éducation, il faut du temps.
Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas peut-être davantage sollicité, c'est vrai, vous avez évoqué tout à l'heure le cadre législatif, mais est-ce que vous n'avez pas davantage sollicité la police républicaine pour la répression? Parce qu'on sait que dans certains pays, jeter un sachet tout de suite, là, ça vaut quelque chose quand même. Ici... Moi, mon travail est d'informer. Je ne peux pas être dans la répression, je n'en ai pas les moyens. Vous pouvez susciter. Et oui, en fait, quand vous informez, que vous montrez le bien fondé, que vous faites des actions sur le terrain, que les mamans comprennent, et j'aime dire, s'il n'y a plus de demande, il n'y aura pas d'offre. Si je vais au marché où je vais acheter mon tévier, mon hata et que je viens déjà avec ma gamelle, la dame n'a pas besoin de me donner des sachets. Si tout le monde fait ça dans le quartier, elle va en acheter. Au bout d'un moment, elle va réaliser qu'elle ne s'en sert pas, elle va arrêter d'en acheter. Donc, en attendant que cette loi soit, qui est la répression et qu'on ait des résultats, si nous, population, nous changeons, quelque chose va bouger. Quelque chose va bouger. Merci à vous, Inès Kwasi. Je crois que la semaine prochaine, on va revenir encore beaucoup plus en détail sur les thématiques survolées ce matin. Merci à vous une fois encore. Belle fête des droits des femmes. Je vais lui dire merci parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que le dacon que je mange peut être mortel pour moi. Parce que et c'est ce qui m'a traumatisé, en fait, parce que moi, j'en ai mangé toute ma vie. Le dacon, elle vient de me dissuader de continuer avec. Et je suis de grands propos, mais je vous prie de faire les choses de façon réaliste, d'accord? Pas du tout utopiste, parce que le dacon, j'en mange encore aujourd'hui, mais pas avec la même fréquence. Parce que si j'arrête, étant de grands propos, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Merci à vous, Inès Kwasi. Merci de m'avoir reçu. Carles Kitoumé. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'aimabilité, l'attention et la fidélité constante à ce programme télé sur Eusaïe TV. Voilà, ce matin est enfin ce matin. Merci pour l'attention. Merci une fois encore. On se retrouve lundi prochain pour le même exercice par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur Eusaïe TV.